Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la review de Hell in a Cell 2018. C'est un pay-per-view qui n'avait pas forcément eu une construction très intéressante, mais c'est vrai que pour moi la carte avait quand même pas mal de potentiel. Et du coup, est-ce que ce pay-per-view m'a plu? Est-ce que ce pay-per-view m'a déçu? Eh bien réponse tout de suite. On va déjà commencer comme d'habitude par la présentation du pay-per-view. Donc Hell in a Cell 2018 s'est tenu le 16 septembre 2018, c'était à San Antonio au Texas, donc la ville du Heartbreak Kid Shawn Michaels. C'était donc au AT&T Center devant plus de 15 000 spectateurs et le thème musical du pay-per-view c'était Glory de The Score et bon, c'est un thème plutôt sympa. Pour ce qui est du pré-show, on a eu un match en fait qui a été décalé dans le pré-show puisque c'était le match pour les titres par équipe de SmackDown. Et en fait, c'est le New Day qui a battu le Rusev Day dans un match plutôt sympa. Le match avait totalement sa place en pay-per-view, selon moi. Au final, donc voilà, victoire du New Day. J'ai vu que Rusev en voulait un peu à Aiden English. J'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'il pouvait lui reprocher. On verra bien à SmackDown, mais franchement, je vois pas vraiment ce qu'il a fait de mal. Enfin, bref. Et donc du coup, pour lancer ce pay-per-view, pour lancer les hostilités, eh bien rien de mieux que de commencer le pay-per-view Hell in a Cell par un Hell in a Cell match. Et c'était le match entre Randy Orton et Jeff Hardy. Le match a duré 25 minutes et très clairement, je pense que c'est le meilleur match de la soirée. J'en attendais pas rien, mais disons que j'attendais pas ce match autant que certains. Je pensais pas que ce match en fait allait être aussi bon. Et honnêtement, Jeff Hardy nous avait dit que on allait voir quelque chose de mémorable, qu'on allait s'en souvenir. Eh bien oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Au niveau des armes, on a eu les chaises, tables, échelles qui ont servi, mais il y a surtout deux spots qui ont marqué les fans. On a également eu, pardon, avant de les citer, on a eu également donc une souplesse ventrale de la part de Orton sur Jeff Hardy, qui est retombé directement sur l'échelle, donc c'était bien douloureux. Et puis bien évidemment le spot du match, très clairement il n'y a pas photo. Pour moi c'est ce spot là qu'il faut retenir. C'est Randy Orton qui prend un tournevis pour le mettre dans le lobe de l'oreille et il a commencé à le tourner en mode je vais faire un nœud quoi. C'était très très dur à regarder et c'est exactement ce que j'ai mis sur Twitter. C'est limite plus dur à regarder que Saw. Je pense que vous avez déjà vu les films Saw. Personnellement, moi, il m'en faut pour me choquer. Franchement, moi, les films Saw, ça me dégoûte pas du tout. Mais alors, franchement, j'ai trouvé, et je n'abuse pas en disant ça, que ce spot-là est plus dur à regarder que n'importe quel spot de Saw. Sans déconner, c'était dégueulasse. Et c'est exactement ce que je veux voir dans un Hell in a Cell match. On appelle ça la structure de l'enfer. Normalement, on doit avoir des choses qui doivent nous dégoûter, nous faire dire waouh, j'aimerais pas être là. Et bien, ce spot a totalement marché avec moi et je pense que je suis pas le seul. Résultat, j'ai beaucoup aimé ce spot qui était vraiment bien gore. Et bien évidemment, le spot final également a été quand même bien marquant, puisqu'en fait, on avait Randy Orton qui était placé sur une table et Jeff en fait a voulu lui sauter dessus en faisant comme il fait, un peu un saute-mouton avec une échelle plus petite. Pour sauter au-dessus d'une échelle plus grande. Sauf qu'en fait, là, il s'est rendu compte qu'il était dans la structure de l'enfer. Et donc, en fait, le mec, il nous a fait une Ninja Warrior. Le mec, ça y est, le mec, il a regardé TF1 avec Christophe Beaugrand et Denis Brognard. Le mec s'est cru dans Ninja Warrior. Du coup, il s'est agrippé à la cage en hauteur. Et en fait, il commençait à se balancer. Et là, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, celui-là? Et finalement, en fait, il a voulu faire un splash sur Orton, sauf qu'en fait Orton l'a esquivé et du coup Jeff s'est mangé la table en pleine gueule et du coup alors je pense que c'est fait exprès, je pense pas qu'il s'est réellement blessé, en tout cas j'espère pas et j'ai trouvé ça très bien fait puisqu'en fait on avait l'arbitre qui faisait le signe de la croix qui disait il est blessé, il faut faire relever la cage, il faut faire venir un brancard. Et en fait, on voyait Orton, le psychopathe, qui disait fais ton job, t'es un arbitre, fais ton job, finis ce match.
Et du coup, ben voilà, victoire de Randy Orton. C'était vraiment un très bon match. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'était vraiment un bon match. Franchement, un bon match. La première partie était un peu lente. Il se passait pas grand-chose. Mais la deuxième partie était vraiment qualitative. Il y a aussi un moment donné où j'ai beaucoup aimé. C'est en fait quand Jeff était un peu positionné entre l'échelle, un peu comme dans un sandwich. C'était un sandwich en fait. Et en fait, Orton s'amusait à lui mettre des coups de pied dans les mains, dans les bras, dans la tête, dans les jambes. Et on voyait vraiment le côté psychopathe de Randy Orton. Et c'est ce Randy Orton-là que les fans de catch ont aimé en 2009 quand il était au summum de sa carrière. Et voilà, ça fait plaisir de revoir ce Randy Orton-là. Et donc en fait, pour ce qui est de la note du match, j'ai mis 8,5 sur 10. Peut-être que certains vont me trouver un peu généreux. C'est peut-être vrai, mais j'ai beaucoup aimé le spot final et j'ai adoré le spot avec le tournevis parce que oui, on peut être en pleine PG era et avoir des spots plus violents que ce qu'on a eu dans l'ère Attitude parce que, et là c'est que mon avis, j'ai trouvé ce spot plus impressionnant que par exemple quand un mec tombe dans des punaises. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je suis le seul, mais pour moi ce spot-là est plus impressionnant que quand un mec tombe dans des punaises ou quand il se fait frapper par exemple avec Barbie. Voilà, après ce n'est que mon avis bien sûr, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce spot, du coup j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Ensuite, le second match de la soirée, c'était pour le titre féminin de SmackDown Live, donc c'était Charlotte, la championne, contre Becky Lynch. Le match a duré 13 minutes. Et très clairement, le match, comment ça s'est déroulé? Eh bien, Becky s'est acharnée sur le bras gauche de Charlotte pendant tout le match, ce qui est logique vu la prise de finition de Becky, hein, qui est le disarmer, c'est tout à fait logique. Bah, ça m'arrive des fois de voir des catcheurs s'acharner sur une partie du corps de l'adversaire, et au final, ça ne sert à rien, ça n'a rien à voir avec son finisher. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça tout à fait logique, et en plus de ça, le travail de Becky était sympa. Des fois, tu as des catcheurs qui s'acharnent sur une partie du corps de l'adversaire et c'est pas spécialement bien fait. Du coup, ça rend le match pas terrible. Là, pour le coup, le travail de Becky était vraiment bien. Du coup, le match était bien. Le match était également propre, était technique entre les deux. Bon, après, c'est pas surprenant. Il n'y a pas eu d'énormes botches. Enfin, j'en ai pas forcément vu. Je crois seulement un seul. Enfin, il y en a un qui me vient en tête. Je crois que c'est Charlotte qui fait une descente du genou sur Becky. Bon, c'est le seul botch vraiment qui m'est venu en tête. Je crois que c'est vraiment le seul que j'ai vu. Mais sinon, c'était vraiment un match plaisant. J'ai également noté que Charlotte a résisté au disarmer en allant chercher les cordes, telle une championne qu'elle est. Mais finalement, eh bien, à la fin du match, on a eu le spear de Charlotte qui a été contré en roll-up par Becky Lynch. Je ne sais même pas comment elle a fait son compte. Il faudrait que je revoie le replay parce que je n'ai jamais vu ça, franchement. Et ben, c'était un finish que j'ai beaucoup aimé parce que très clairement inattendu. Et puis surtout victoire de Becky qui devient SmackDown Women's Champion. Donc ça me fait très plaisir, comme je pense beaucoup de fans, parce que Becky, ben voilà, elle a été une seule fois championne dans sa carrière à la WWE. Elle n'a jamais gagné de titre à NXT. Elle a gagné une seule fois un titre majeur dans le main roster. Et ça date de 2016. Donc il était temps que Becky regagne un titre. Et ça me fait vraiment plaisir pour elle. Et finalement, en fait, après le match, on a Charlotte qui veut lui serrer la main. Et Becky lui répond, je crois, non, ce coup-ci, tu me voleras pas mon moment, c'est le mien. Tu vas pas me voler mon spotlight. Et du coup, voilà, très clairement, on sait que ça va continuer entre les deux femmes. Je crois d'ailleurs qu'elles vont s'affronter à Melbourne pour le show en Australie. Donc, ben, wait and see, mais tout ça pour dire que c'était un bon match féminin. Becky nouvelle championne, c'est très cool. Et pour la note, eh bien, j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'était pour les titres par équipe de Monday Night Raw. On avait les champions, Dolph Ziggler et Drew McIntyre, contre deux des trois membres du Shield, Seth Rollins et Dean Ambrose. Le match a duré 24 minutes et je n'ai presque rien noté. Pour moi, c'est vraiment un très bon match par équipe, j'ai vraiment bien aimé. Disons que les 15, ouais, on va dire les 15 premières minutes étaient tout à fait pas lambda, mais voilà, il n'y avait rien d'incroyable.
même si c'était bien fait. Je veux dire, le travail par équipe était bon, c'était du bon taf par équipe. Mais je veux dire, jusque-là, il n'y avait rien d'incroyable. Et je dirais que, ouais, on va dire les 7 dernières minutes sont vraiment de très haut niveau. C'était vraiment, ça partait dans tous les sens, il y avait un rythme de fou. Et c'est ce qu'on veut voir dans des matchs par équipe. C'était vraiment très bon. Vraiment, c'était vraiment très bon. J'ai vraiment presque rien relevé sur ce match, mais c'était vraiment un bon match par équipe. Et encore une fois, je vais revenir à la fin du match. Et là aussi, j'ai vraiment bien aimé parce que je ne l'ai pas vu venir. Et s'il y a bien un truc que j'aime dans les fins de match pour le catch, soit des fins de match qui sont recherchées ou inattendues. Et là, pour le coup, je ne l'ai vraiment pas vu venir puisqu'en fait, on a eu la superplex de Rollins et comme d'habitude, en fait, il voulait enchaîner avec son Falcon Arrow. Donc, pour le coup, c'était sur Ziggler. Et en fait, au moment où il porte Ziggler pour lui faire le Falcon Arrow, on a McIntyre qui déboule comme un boulet de canon et qui lui porte donc le Claymore, donc du coup Rollins, mais il est complètement surpris. Et bah du coup voilà, victoire de Dolph Ziggler et Drew McIntyre qui conservent les titres par équipe de Raw. Donc c'était vraiment un bon match. J'ai vraiment bien aimé la fin, qui est vraiment inattendue pour le coup. C'était vraiment un bon match par équipe. Du coup, je ne vais pas m'y attarder plus longtemps. J'ai mis un joli 8,5 sur 10. Et pour l'instant, on a affaire à vraiment un très bon pay-per-view. Ensuite, on avait le match pour le WWE Championship. Encore une fois, je trouve que ce match arrive trop tôt dans la carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ce match aurait dû être l'avant-dernier. Je sais très bien qu'ils vont pas mettre le WWE Championship en main event. Surtout que tu as quand même dans le main event Mick Foley, le Hell in a Cell, Braun Strowman, Roman Reigns. Je savais très bien que Styles Joe n'allait pas finir en main event, mais mettez-le pas si tôt. Surtout quand tu vois les matchs qui vont suivre. Sans déconner, bon bref. Du coup, Styles contre Joe, la revanche de SummerSlam. Le match a duré 20 minutes. Et là aussi, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, ce match, c'est un petit peu, pas un copier-coller, mais j'en pense un peu la même chose que SummerSlam. Le rythme était le même et c'était un match que j'ai vraiment apprécié. C'est un match que j'ai vraiment apprécié. À un moment donné, Styles s'est pris une close line de la part de Joe. Qu'est-ce qu'elle était violente. D'ailleurs, par la suite, AJ saignait de la bouche pour vous dire que Joe, il n'y a pas été de main morte. Sinon, voilà, j'ai presque rien à dire sur ce match. Donc, du coup, je vais revenir à la fin. Parce que pour moi, ce match a exactement les mêmes codes que celui de SummerSlam. Et donc, en fait, à la fin du match, on a Joe qui porte la Coquina Clutch sur AJ. AJ fait un roll-up et surprend Joe là-dessus. Donc, victoire de AJ Styles. Et c'est vrai que vu comme ça, je me suis dit... Ouais, non, c'est pas terrible. J'étais pas trop fan de la fin comme ça. Et finalement, on voit Joe qui est très surpris quand l'arbitre lui dit que le match est fini et que c'est Styles qui gagne. On voit vraiment Joe qui est très surpris. Et c'est vrai que moi, je suis là en mode pourquoi il réagit comme ça. Et après, on voit au replay que au moment du compte de 2, Styles abandonne. Du coup, c'est une fin très controversée. Et là, très clairement, je voulais la VAR, comme dans le foot. Il faut l'assistance vidéo. Où était Clément Turpin, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et là, l'arbitre, non, c'est tout, j'ai rien vu. Alors, dans ce cas-là, demande l'assistance vidéo, la VAR. Non, mais what the fuck? Sans déconner. Du coup, voilà, victoire de Styles, mais bien évidemment, c'est pas terminé entre les deux, parce que la fin est très controversée. Et on comprend totalement l'agacement de Joe pour le coup. D'ailleurs, par la suite, plus tard dans le show, on l'a vu confronter Page, il était très énervé. Et du coup, on a appris qu'ils allaient s'affronter en Australie, sûrement dans un match sans disqualification. Mais tout ça pour dire que du coup, la fin est, je trouve, bien trouvée. Mais j'espère que ça ne va pas être une succession de matchs sans vrai résultat. La première fois, je pouvais comprendre. Là, bon, j'espère que c'est vraiment la dernière fois que le match se termine de cette manière. Sinon, ça va, par contre, au bout de la troisième fois, ça va me casser les couilles. Mais tout ça pour dire que c'était un bon match de championnat WWE. Et du coup, pour la note, j'ai mis 8 sur 10. Ensuite, voilà. Jusque-là, c'était un sans faute, ce pay-per-view.
Et là, c'est un peu la dernière partie qui va faire tâche, malheureusement, puisque donc on va entamer cette dernière partie de show avec donc le match mixte par équipe. On avait donc The Miz et Maryse contre Daniel Bryan et Brie Bella dans un match de 12 minutes. Pour moi, ce match a été trop long. J'aurais fait ce match beaucoup plus court. Et surtout, je ne vais absolument rien dire sur ce match. Tout simplement car, de 1, mon intérêt pour ce match était très très bas, que j'en attendais rien. Et ben en fait, la fin du match est totalement pétée. Puisque donc, si je me souviens bien, on a Brie Bella qui veut faire un roll-up sur Maryse. Maryse la contre et lui fait, j'allais dire un roll-up, mais c'est même pas un roll-up, puisque Brie Bella était allongée sur le ring. Donc, Maryse fait un tombé sur Brie Bella. Brie Bella n'arrive pas à se dégager. What the fuck? Et du coup, Maryse fait le tombé sur Brie Bella. Victoire de Maryse et du Miz. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le finish et je n'ai pas compris le résultat. Ça sert à quoi de faire un rematch avec ce coup-ci les femmes ajoutées dans la rivalité si c'est pour qu'au final on ait le même outcome, qu'on ait le même résultat? Je ne comprends pas. C'est quoi l'intérêt? Alors je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent potentiellement un Brie Bella Maryse à Evolution, mais je ne comprends pas. Je sais également que Miz et Bryan vont s'affronter au Super Showdown en Australie. Je pense du coup que ce coup-ci, Bryan va enfin pouvoir se venger. Mais ouais, c'était vraiment pas terrible. Et pour moi, c'est le presque, je dis bien presque, le pire match du pay-per-view. C'était pas horrible, mais c'était vraiment quelconque. C'est un match que j'aurais totalement pu voir en weekly. Du coup, pour la note, eh bien, j'ai mis 5 sur 10. Ensuite, on va enchaîner avec l'avant-dernier match de la soirée. C'était le match que j'attendais le moins du pay-per-view. C'était donc Ronda Rousey, la championne, contre Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. Je n'ai pas la durée du match sous les yeux. Je crois qu'il a duré genre 10 minutes. Pour moi, ce match déjà a été trop long. Et surtout, j'ai eu énormément de mal à croire à ce match. Bon, déjà, le match n'était pas terrible. Et au-delà de ça, Ronda Rousey a mal à sa cote. Pourquoi? Parce qu'elle s'est pris un coup de pied qui en plus de ça était vraiment mais quelconque, mais banal, de la part d'Alexa Bliss à Raw, c'est-à-dire il y a une semaine. Tu vas me faire croire qu'avec ce petit coup de pied, Ronda Rousey, au bout d'une semaine, elle a encore des douleurs à ses côtes. Bien sûr, mais j'y crois pas une seconde. Et en plus de ça, quand tu vois Ronda Rousey qui est pliée de douleur contre Alexa Bliss qui fait genre 1m50, alors désolé, hein, contre certaines catcheuses, je pourrais gober ça, mais contre Ronda Rousey, je n'y crois pas une seconde. Donc à partir du moment où tu ne crois pas au match, tu ne peux pas l'apprécier. Surtout qu'en plus de ça, le match était vraiment pas terrible. Donc du coup, comment ça s'est passé? Eh bien, Ronda Rousey, comme attendu, a galéré parce qu'elle avait mal à sa côte, la pauvre bichonne. Hein. Mais finalement, vu qu'elle est badass, eh ben, elle s'en sort et elle fait abandonner Alexa Bliss avec son arm breaker. Et voilà, voilà. J'ai rien d'autre à dire, j'ai vraiment rien d'autre à dire. J'ai mis 4 sur 10 et je me trouve même généreux, franchement, parce que c'était vraiment pas terrible. Et puis on va enchaîner avec le main event, qui était donc pour le Universal Championship. On avait donc Roman Reigns contre Braun Strowman dans le Hell in a Cell match. Arbitre spécial Mick Foley. Le match a duré 23 minutes. Tous les ingrédients étaient présents pour avoir un match très fun, très plaisant. Et pour moi, c'est ma déception du pay-per-view. Il y a des matchs que je n'attendais pas. Il y a des matchs, par exemple, le match mixte, Ronda Rousey, Alexa Bliss, c'est des matchs que je n'attendais pas. Du coup, les matchs n'étaient pas terribles, j'étais pas déçu, puisque j'en attendais rien. Mais s'il y a bien un match où j'étais presque sûr à 100% de sa qualité, c'était celui-là. Et franchement, j'ai été déçu, déjà par sa violence. Je m'attendais vraiment, et j'insiste sur le vraiment, à ce que Braun casse la cage. Minimum ça, vraiment, mais strict minimum. Et c'est vrai que, franchement,
J'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. Déjà, bon, je vais revenir en fait sur le spot presque final du match entre Braun et Roman, puisqu'en fait, on a un spear de Roman sur Braun à travers une table. Si je me souviens bien, je crois, Braun se dégage à 2. Et là, on a McIntyre et Ziggler qui viennent. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que la cage est fermée de toute façon. Et on a donc Rollins et Ambrose qui viennent aider, enfin qui viennent les attaquer. Du coup, les gars s'affrontent au sol, après ils montent en haut de la cage. Et je peux vous mentir que j'ai pas aimé. Parce que, et je vais répéter ce que j'ai dit pendant mes bilans de la semaine, mais c'est ce que je voulais depuis le début, mais je voulais que ce qui se passait entre Braun et Roman reste entre Braun et Roman. Les deux se sont affrontés plein de fois l'année dernière, ça a été la rivalité de l'année, c'était génial. T'as pas besoin de ramener le Shield, t'as pas besoin de ramener McIntyre et Ziggler dans ça. Du coup, ça m'a cassé les couilles. J'étais là en mode, ouais, mais je m'en bats les couilles d'eux, ils ont déjà fait un match plus tôt. Moi, ce que je veux voir, c'est Braun et Roman. Du coup, ça m'a vraiment cassé les couilles. On a eu le spot. Donc, Ziggler et Rollins sont tous les deux tombés du milieu de la cage environ dans les tables des commentateurs. Spot qui a été mais surutilisé lors des dernières années. On l'a eu chaque année depuis 2014. Donc maintenant, ça me fait plus rien. Je sais pas vous, mais ça me fait plus rien. Surtout que Shane McMahon, depuis 2 ans, le mec saute carrément de tout en haut. Donc, désolé, mais ils ont réussi à rendre ce genre de spot osef. Tellement ils l'ont utilisé. Je trouve ça triste, je sais pas vous. Bref. Et là, par contre, alors ça, par contre, j'ai bien aimé. Grosse surprise, Brock Lesnar. Alors, franchement, je pense que personne n'avait pronostiqué ça, mais Brock Lesnar s'est pointé. Alors ça, franchement, c'est une grosse surprise. J'aime être surpris, donc ça, c'est cool. Brock Lesnar, il nous a fait une cane, il a démonté la porte du Hell in a Cell, il y avait un cadenas, il s'en bat les couilles, il a mis un coup de pied dedans, il l'a cassé. J'étais là en mode, ah d'accord, ok. Pas très solide, hein, la cage. Et ensuite, il a démoli Braun et Roman qui, au passage, depuis le Spear, ils n'ont pas bougé. Alors ça, par contre, c'est pas du tout crédible. Ils n'ont pas bougé pendant facilement 5 minutes, mais facile. J'étais là en mode, non mais par contre, vous vous foutez de ma gueule. Donc voilà, pendant tout ce temps-là, les mecs, ils ont fait dodo, hein, c'est grave crédible. Donc du coup, Lesnar les a défoncés avec des coups de table. Il s'en battait les couilles. F5 sur Strowman. Enfin, le mec les a défoncés. Finalement, donc, il se barre, Lesnar. Ça y est. Il a eu sa dose de violence. Il est content. Et là, par contre, coup de gueule. Un arbitre arrive. Oui, Roman et Braun, ils sont plus aptes à catcher. Fin du match. Faites sonner la cloche. Du coup, on termine un Hell in a Cell match en no contest. À quel moment? Juste à quel moment tu fais ça? Alors, je sais très bien on va me dire, oui, mais Mathieu, Braun et Roman, ils sont complètement KO, ils peuvent pas continuer. Ouais, mais non, en fait. C'est un Hell in a Cell match. Tu peux pas terminer ce match en no contest. C'est juste pas possible. Du coup, la fin, j'ai vraiment pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai vraiment pas aimé. Du coup, ce match, c'était un gros bordel. C'était un gros bordel. C'était la fête du slip. Tout le monde est venu. C'était vraiment la soirée en fin d'année. Quand tout le monde a passé son bac, tout le monde l'a reçu. Tu fais une fête avec tes potes pour fêter ton bac. Là, c'est pareil. Tout le monde est venu. Lesnar, tu sais, c'est le cancre qui a rien foutu de l'année, mais qui a quand même son bac avec une moyenne de 10,02, tu vois. Tout le monde est venu. Vraiment, mais tout le monde est venu. Et j'ai pas aimé. C'est un petit peu... En fait, ce match résume parfaitement la feud. Je voulais que ça reste entre Roman et Braun. La feud n'a pas été comme ça. Et le match, c'est pareil. Du coup, ce match m'a vraiment déçu. Ce match m'a vraiment déçu. Du coup, pour la note, j'ai mis 5,5 sur 10. Parce que l'air de rien, je peux pas dire que c'était nul. Je trouve quand même que j'ai quand même été un minimum diverti. Mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais, du coup, ça me fait chier. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view,
on arrive à une moyenne de 6,7 sur 10. Donc c'est pas une mauvaise moyenne. Et en fait, mon bilan de ce pay-per-view, ben, pour moi, ce pay-per-view se tient en deux parties. Jusqu'au match pour le WWE Championship, ce show était vraiment très bon. Et jusque-là, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait le meilleur pay-per-view de l'année. Et malheureusement, la deuxième partie a vraiment fait baisser la moyenne du pay-per-view et la qualité du pay-per-view. Et c'est vraiment dommage. Parce que le match mixte était vraiment pas terrible. Le match entre Alexa Bliss et Ronda Rousey, de même. Et malheureusement, ce qui pour moi était gage de qualité entre Strowman et Reigns, ne l'a pas été. Du coup, ben, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que si le match entre Reigns et Strowman avait tenu toutes ses promesses, ce show aurait clairement été le meilleur de l'année. Mais vu que ce match est un flop, bah du coup, je sais pas trop. Voilà. Mais voilà, au-delà de ça, c'est quand même pas un mauvais pay-per-view. C'est l'un des meilleurs shows de cette année. Certains me diront que c'est pas compliqué. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce que les pay-per-views cette année, c'est quand même pas ouf. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est dommage en fait. Mais j'en tire quand même un bilan positif. Pour moi, il y a plus de positif que de négatif à en tirer. Donc, bah, du coup, c'est pas un mauvais pay-per-view. Mais c'est juste un pay-per-view décevant pour la fin, en tout cas, du show. Voilà, bah écoutez, cette review de Hell in a Cell 2018 est terminée. Donc, ben, je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comme d'habitude, je vous invite également à liker la vidéo pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également la partager pour qu'un maximum de personnes tombent dessus. Et pour ce qui est de la suite de la chaîne, ben, on a très bientôt le Super Showdown en Australie, on a Evolution, donc vous aurez pour ces deux shows des previews et reviews. Et d'ici là, je vais sûrement sortir des bilans de la semaine et je vais également essayer de sortir des reviews d'anciens pay-per-view parce que ça fait déjà un moment que j'en ai plus fait. Et vu que c'est un style de vidéo qui à la base me plaît, eh ben, je vais essayer d'en faire tout simplement. Donc voilà, moi je vous souhaite donc une bonne semaine et puis ben, on se retrouve en fin de semaine. Allez, salut les gars!